C'est désormais définitif. François-Noël Buffet succède à Claire Hédon au poste de défenseur des droits. Le Parlement a entériné hier cette nomination du sénateur Les Républicains par 43 voix contre 39, conformément au choix d'Emmanuel Macron. Selon la Constitution, seul un vote négatif des 3/5 au sein des commissions des lois du Sénat et de l'Assemblée aurait pu l'empêcher. Mais ça n'éteint pas la polémique, toujours vive à gauche et dans les associations, d'où la foule de questions sur ce pouvoir de nomination présidentielle que résume très bien le titre de votre livre, Mickaël Moreau. Bonjour. Bonjour. Sa Majesté nomme, c'est paru chez Robert Laffont. Qu'est-ce que la gauche et les associations reprochent exactement à ce nouveau défenseur des droits ? Ce qu'il lui reproche, c'est des positions passées pour un poste qui va devoir défendre des droits. C'est notamment, du coup, le fait qu'il ait manifesté contre le mariage pour tous. Alors, aujourd'hui, il dit qu'il a évolué sur certaines questions. On imagine qu'il pense à celle-là. Il a eu aussi, il y a eu des positions sur la PMA, sur un certain nombre de sujets que la gauche et des associations jugent incompatibles avec ce poste-là. La crainte, c'est que ce défenseur des droits ne les défende pas tous. Mais Exactement. alors, on se demande pourquoi Emmanuel Macron l'a choisi. Emmanuel Macron l'a choisi. Ça pose des questions autour du pouvoir du président de la République. C'est-à-dire que c'est un poste qui est choisi donc par le président de la République. On a évoqué assez vite l'idée d'un deal politique pour le nommer. C'est Les Échos, le premier, qui a sorti que ce serait un deal en avril dernier. Ça a été très mollement démenti par l'Élysée, puisque l'Élysée voulait faire passer une autre nomination, la nomination du secrétaire général de l'Élysée, Emmanuel Moulin, au poste de gouverneur de la Banque de France. Et le poste de gouverneur de la Banque de France comme le poste de défenseur des droits, ce sont des postes qui nécessitent maintenant une validation du Parlement. Alors, c'est très facile à l'obtenir, puisque, comme vous le disiez, il faut un vote négatif au 3/5 pour que ce soit retoqué, ce qui est vraiment quasi impossible, très difficile. Mais en tout cas, là, il y avait un risque pour pouvoir faire passer Emmanuel Moulin à la tête de la Banque de France. Et donc, tout laisse à penser qu'il y a eu un deal avec des sénateurs LR pour qu'ils ne votent pas contre la nomination d'Emmanuel Moulin, et donc donner un poste à un ancien sénateur LR qui pourrait plaire à LR. Mais qui aurait pu être un autre sénateur LR, après tout, pourquoi lui ? Qui est un Après, deal, ok ? oui, après c'est tout le mystère aussi des nominations présidentielles. C'est des postes où le président peut choisir seul, sans vraiment de critères établis. Et donc il peut vraiment choisir qui il veut. C'est des postes qui par le passé a vu des profils politiques parfois qui ont surpris. Par exemple, quand François Hollande avait nommé Jacques Toubon en 2014. Et ça avait aussi suscité une levée de bouclier. Exactement, même si avant, Jacques Toubon, il avait commencé, entre guillemets, sa mue politique, s'il avait été nommé par Nicolas Sarkozy à la Cité de l'Immigration. Si je me souviens bien, il avait voté contre la peine de mort. Exactement. Il soutenait les commandos anti-IVG. Et ça avait été rappelé à sa nomination. Et puis, il avait fait partie du RPR des années 90. Donc, en fait, c'est des postes qui sont à la main du politique, qui peut, du coup, Là, il y a la question du deal politique, qui, encore une fois, est démenti par l'Élysée, mais tout laisse à penser que ça a pu être... que c'est très probablement le cas, que ça a pu être le cas. Mais ça pose toutes les questions, toutes ces questions sur comment on choisit les critères, etc., sur des postes aussi importants. Alors, il y a eu plusieurs polémiques autour d'autres nominations ces derniers mois. Amélie de Montchalin à la Cour des comptes, Richard Ferrand au Conseil constitutionnel. On parle parfois de la République des copains. Que dit la Constitution ? Ce pouvoir de nomination du président concerne combien de postes ? Est-ce qu'on sait ça ? Alors, même l'Élysée ou Matignon ne sont pas capables de fournir un chiffre précis de combien de postes sont concernés par des nominations qui relèvent du président de la République. Parce qu'en fait, il y en a énormément. Il y en a beaucoup qui relèvent de l'article 13 de la Constitution. Mais ça concerne les directeurs d'administration centrale, les patrons d'entreprises publiques, beaucoup de gens dans la police, dans la culture, des patrons de musées, etc. On m'a donné du coup plusieurs estimations. On m'a donné des estimations autour de 5 000, j'en ai même eu autour de 10 000. Et parfois, même, il y a des estimations qui montent là. Donc vraiment, il n'y a pas de compte. Il y en a tellement. Mais 5 000, voire 10 000, ça vous semble
semble plausible. Oui, vraiment, il y a énormément de postes qui relèvent du président de la République, aussi tous les préfets, il y a les ambassadeurs, enfin vraiment, le champ est très très large. C'est à la fois des domaines régaliens, comme dans la police, les renseignements, mais aussi des domaines qui ne sont pas du tout régaliens, comme la culture. Dans la culture, il y a énormément de postes qui dépendent du président de la République. Rima Abdul-Malak, quand elle était conseillère à l'Élysée, c'est elle-même qui m'a dit que quand elle est arrivée à l'Élysée, elle était conseillère culture d'Emmanuel Macron, elle a été surprise du nombre de postes qui relevaient du président de la République dans le domaine de la culture, y compris des postes de présidence non exécutive bénévoles. C'est vraiment, ça concerne, ça pose d'ailleurs la question, est-ce que c'est au président de la République de nommer le patron de l'opéra comique, par exemple, du musée Picasso. Vraiment, le champ est très très large, la liste est très très longue. Michaël Moreau, cet article 13 de la Oui. Constitution, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que le président de la République nomme les emplois civils et militaires de l'État. Donc, encore une fois, c'est très large. C'est vraiment ceux qui vont, ceux qui sont pas élus, mais qui vont gouverner avec l'exécutif. Donc après, c'est aussi normal que l'exécutif qui a été choisi veuille travailler avec certaines personnes qui soient vraiment dans la ligne. Mais il se trouve que le champ est vraiment très, très, très large. Je souhaite, sur un sujet très sensible, que le pouvoir de nomination du président de la République soit encadré pour que les postes de haute responsabilité, que la décision soit partagée avec le Parlement. Non seulement parce qu'il est nécessaire de sortir de la République des connivences pour entrer dans la République des compétences. République des connivences, République des compétences. Ça, c'est Nicolas Sarkozy, Épinal 2007. C'est le tout début de son mandat. Et c'est lui qui décide de donner ce droit de regard du Parlement. Pourquoi ? Exactement. Donc, c'est la réforme des institutions qu'il met en place. Donc, c'est à partir de là que sur un certain nombre de postes, il n'y en a pas tant que ça, c'est quelques dizaines. Le Parlement peut... il y a des auditions devant les commissions parlementaires et un vote, comme vous le disiez, des parlementaires. Parce que, en fait, de plus en plus, au fur et à mesure de la Ve République, ce pouvoir a été dénoncé à chaque présidentielle, à chaque élection présidentielle. Pas le fait de son importance, en fait. En 1995, lors du débat Jacques Chirac face à Lionel Jospin, le débat de l'entre-deux tours de la présidentielle, Jacques Chirac dit que l'un de ses premiers gestes, s'il est élu président de la République, c'est de remettre en cause, en gros, l'importance de ce pouvoir de nomination, le restreindre. Au final, il ne l'a pas fait, mais du coup, à chaque présidentielle, c'est une question qui revient. Il y a beaucoup de polémiques. Nicolas Sarkozy, du coup, met cette question-là dans le cadre de sa réforme des institutions en 2008, même si, de son côté, a fait aussi des nominations qui sont très contestées, y compris des postes au Conseil d'État, par exemple. J'ai en tête Arnaud Klarsfeld, qui était très proche de lui et qui avait été contesté à l'époque. Même si, en fait, tous les présidents de la République ont beaucoup tenu à leur pouvoir de nomination et ont fait des nominations qui parfois sont contestées, même si nommer quelqu'un, c'est pas forcément c'est pas forcément nommer des gens qui sont incompétents, pour reprendre le terme de Nicolas Sarkozy. Alors, on l'a dit, il faut 3/5 des voix pour empêcher une nomination. Ce qui est beaucoup. Le plus souvent, ça passe. C'est quasiment toujours passé. Est-ce qu'il y a des exceptions ? Il y a eu une seule exception depuis 2008. Donc, c'est dire à quel point c'est très, très difficile d'obtenir le fait que ce soit retoqué. C'était sous Emmanuel Macron, c'était le patron de l'ADEME, donc l'agence pour l'environnement, c'était Boris Ravignon, c'était en 2023, mais du coup, ça n'est arrivé qu'une seule fois. En février de l'année dernière, ça s'est joué quand même à une voix pour Richard Ferrand. Là, c'est au Conseil constitutionnel. Là, c'est intéressant quand même de raconter ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez compris, vous, ce qui s'est passé ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est le Rassemblement national qui, en fait, aurait pu bloquer, mais a décidé de s'abstenir. Après, ils auraient pu le faire. Pourquoi ils ne l'ont pas fait ? À la fois au RN ou du côté de Richard Ferrand, on pense que le RN
avaient peur que ce soit, entre guillemets, pire, entre guillemets, que dans leur mode que Richard Ferrand. En fait, les relations, même Richard Ferrand et Marine Le Pen, n'ont pas été si mauvaises que ça quand Richard Ferrand était président de l'Assemblée nationale, puisque quand il est président de l'Assemblée nationale, à l'époque, en 2017, on ne se souvient plus, mais le RN n'a même pas la capacité de former un groupe à l'Assemblée nationale, et donc a moins de temps de parole. Et Marine Le Pen sollicite un rendez-vous avec Richard Ferrand pour demander à ce qu'il y ait plus de temps de parole pour ceux qui n'ont pas de groupe, pour les députés, et Richard Ferrand accède à cette demande. Donc il y a quand même un respect mutuel entre les deux. Il n'y a pas eu des si mauvaises relations que ça, même si Richard Ferrand est un opposant de Marine Le Pen. Si j'ai bien lu votre livre, il y a aussi question d'une défaillance des Républicains et de Gérard Larcher. Et visiblement, Richard Ferrand a une grosse dent, une rancœur Exactement. contre le président du Sénat. Exactement. C'est-à-dire que en plus, c'était dans un contexte de guerre interne chez LR entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Et en fait, effectivement, le Richard Ferrand avait été s'assurer auprès de Gérard Larcher qu'il y aurait bien des votes LR, qu'il n'y a pas eu. Il en a manqué quelques-uns. Voilà, c'est ça. En gros, il pense que Gérard Larcher a trahi, entre guillemets. Mais ça affaiblit la nomination dans ces cas-là. Depuis cette nomination, par exemple, Ric-Rac, Richard Ferrand, il a eu un début de mandat difficile à cause de ça. En fait, quand il y a une polémique, forcément, c'est au début, ça devient plus difficile, même s'il a pu prendre des positions aussi qui étaient parfois contre l'exécutif, alors qu'il y avait cette suspicion aussi de nomination très politique, qui est le problème aujourd'hui avec les nominations que vous avez citées sur la politisation de ces postes-là. En fin de règne, en plus. Alors justement, j'allais y venir. En fin de mandat présidentiel, c'est fréquent, cette frénésie oui. de nomination. Alors, dans toutes les fins de règne, il y a eu du recasage. Et là, on voit que ça a quand même commencé, parce qu'il faut parfois s'assurer remercier aussi des personnes, des collaborateurs qui ont été fidèles, donc s'assurer de leur avenir. Ça, c'est pas en soi choquant. Enfin, non. C'est pas forcément. Un serviteur de l'État. Encore une fois, le nommer quelqu'un et c'est pas forcément mal nommé. C'est pas forcément nommer des gens qui sont. Après, il y a le risque de la suspicion quand c'est des postes trop politiques. Hier, on a vu par exemple à l'audition de François-Noël Buffet, les questions ne portaient pas que même sur le CV, le passé, des déclarations passées de François-Noël Buffet. Ça parlait c'est une sénatrice PS par exemple qui parlait de la fonction dénaturée. Donc il y a ce risque-là d'affaiblir en fait ces fonctions-là si les nominations sont trop politiques. Merci beaucoup, Mickaël Moreau. Je rappelle le titre de votre livre, Sa Majesté nomme, c'est paru chez Robert Laffont. Et tout de suite,